Ils ont retrouvé Katia. Oh, Tu sais de qui je suis en train de parler, n'est-ce pas? bien sûr. Je sais que je t'avais parlé de ma Katia. 45 ans de mariage, Si elle n'était pas morte, tu l'aurais vraiment épousée? 45 ans de mensonges, Je crois que je ne vais plus pouvoir parler d'elle. 45 ans avec Charlotte Rampling. Demain à 20h55 sur Arte. Bonsoir et bienvenue dans Théma. Les populistes européens ont un nouveau leader, Matteo Salvini. À Rome et à Bruxelles, gros temps annoncé à quelques mois des élections européennes. Au sommaire ce soir, l'Italie à l'heure populiste, un danger pour l'Europe. De la Syrie en guerre au bocage normand, les réfugiés de Saint-Jouin. Et Libye, anatomie d'un crime, la barbarie à l'œuvre dans les geôles libyennes. Le mirage populiste était censé s'évanouir avec l'arrivée au pouvoir. Mais avec Matteo Salvini, l'ascension ne fait que commencer. Le vice-premier ministre interdit les ports italiens aux bateaux de réfugiés et n'hésite pas à creuser le déficit public pour alléger le poids de la crise. 100 milliards pour diminuer les impôts, garantir un revenu universel et de meilleures retraites. Ce changement de cap pourrait faire vaciller l'Union européenne. Mais c'est le but recherché. Agir contre l'Europe et ses élites, c'est la révolution du bon sens annoncée par Salvini et Marine Le Pen pour les élections européennes de mai. Les nouveaux maîtres de Rome sont-ils de simples agitateurs ou des stratèges avisés? Salvini n'aime guère parler à la presse. Avec nous, il a fait une exception. Vox Populi Vox Dei, un film de Julie Perrard et Natalia Rodriguez. Allez Matteo! Salvini! Salvini! L'homme qui a pris en main il y a quelques mois le destin de l'Italie galvanise l'espoir d'un peuple. On compte sur toi! On croit en toi! Depuis son arrivée au gouvernement, Matteo Salvini est le politicien le plus populaire du pays. Un animal politique charismatique qui fait aujourd'hui trembler l'Europe. Matteo Salvini è un bullo, Matteo Salvini est un petit dur, un Italien de base qui s'identifie à l'Italien de la rue. Une sorte d'acteur de comédie à l'italienne qui pourrait devenir le protagoniste d'une tragédie à l'italienne. Il est devenu une icône parmi beaucoup d'Européens parce qu'il a montré que le populisme, c'était aussi l'action. Je suis patient jusqu'à un certain point. Mais parfois, j'explose. Aujourd'hui, je considère que le climat est hostile, dur, âpre. C'est comme si l'oxygène venait à manquer. On a du mal à respirer. Il n'y a pas de menaces racistes, fascistes, xénophobes. Heureusement, les délits sont en diminution, tout comme les arrivées de clandestins par bateau. Habile communicant, le nouveau ministre de l'Intérieur italien mène tambour battant une campagne anti-immigration qui relègue au second plan son rival au gouvernement, Luigi Di Maio, le ministre du Travail. Le nommer au ministère du Travail a évidemment déclenché l'hilarité générale, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Grand gagnant des dernières législatives, Luigi Di Maio et Matteo Salvini forment une alliance contre nature entre un parti d'extrême droite, la Ligue, et un mouvement anti-système, les 5 étoiles. Je ne dirais pas que c'est une coalition, parce que c'est un fourre-tout.
Une tromperie. Matteo Salvini et Luigi Di Maio représentent deux Italies distinctes, le Nord et le Sud. Ils sont anthropologiquement incompatibles. Deux leaders que tout oppose, sauf leur défiance à l'égard de l'Europe. Ils ne sont pas d'accord avec la vision de Macron qui réclame toujours plus d'intégration politique et économique. Ils veulent être vus comme un État souverain. Le triomphe des populistes à Rome fait peser sur l'Union européenne une menace imminente. Ok. Buongiorno. Ciao, piacere. Ciao, piacere. Ciao, Claudio. Oh, ciao. On passe par là? Je n'ai pas de secret, pas de stratégie, personne ne m'écrit mes discours. Disons que mon secret, c'est la normalité. Avec toutes les limites que suppose le fait d'être ministre, je continue à sortir tranquillement en short le soir pour faire mon jogging. Je prends le métro en cachette. Il ne faut pas le dire parce que mes gardes du corps vont se fâcher. Voilà, je garde une vie normale. Je fais les courses, mais je fais ce que je me suis engagé à faire. Il y a 5 ans à peine, le nouvel homme fort de l'Italie pouvait encore se fondre dans la foule. Matteo Salvini naît à Milan, le cœur économique du pays, en 1973. Fils d'un petit entrepreneur et d'une femme au foyer, le jeune garçon fréquente les scouts et entre au lycée Manzoni, l'un des plus prestigieux de la ville. Le Matteo Salvini que j'ai rencontré il y a 30 ans était déjà un meneur. Un homme plutôt rigide, je dirais. Il avait un peu tendance à donner des leçons. À 17 ans, Matteo Salvini adhère à la Ligue du Nord, un parti régionaliste et xénophobe. La Lega revendique l'indépendance des riches provinces septentrionales, un pays de cocagne que les séparatistes ont baptisé la Padanie. Je suis fier de l'histoire de la Lega. Je reste toujours profondément lié au concept d'autonomie, de fédéralisme, d'identité, de tradition, de langue, de culture locale, de clocher. Voix officielle du parti identitaire, la radio Padanie offre aux militants sa première tribune. Moi, je suis optimiste. J'aimerais penser qu'à l'avenir, on pourra dire ce qu'on veut sans qu'on nous coupe l'antenne, sans qu'on nous traite de racistes ou de fascistes. Matteo Salvini y affûte ses dons naturels d'orateur. Le jeune animateur Matteo Salvini était un petit volcan, plein d'énergie. On le remarquait quand il arrivait quelque part. Il appelait à l'improviste un service public au téléphone pour voir si les fonctionnaires travaillaient bien, pour montrer que les institutions ne marchaient pas. Il était très ingénieux, très malin. C'est un remarquable communicateur, redoutable on pourrait même dire, et qui est un régionaliste. Un régionaliste, c'est-à-dire qui est sur les positions classiques de la Ligue du Nord. Il y a deux grands ennemis, il y a Rome, Rome la voleuse, Rome à ladrone en italien, et Iterone, c'est-à-dire les habitants du sud de l'Italie. Il est d'ailleurs dans la provocation permanente. On a retrouvé des discours où il dit que les Napolitains puent, excusez-moi d'employer cette expression, mais c'est celle qu'il emploie. À la Ligue, les saillies haineuses du jeune animateur milanais font mouche. À 20 ans, l'ambitieux Salvini devient conseiller municipal de Milan. À 31 ans, il accède au Parlement européen. À 40, il prend la tête de la Ligue du Nord, en perte de vitesse.
proclamo eletto segretario federale Matteo Salvini. Salvini vient d'un vieux parti, né durant la Première République. Mais il a eu l'habileté de se présenter comme l'homme nouveau. Quand il va prendre la direction de son parti en 2013, dans une situation où la Ligue est vraiment en très grave difficulté, à peu près 4% des voix au niveau national, bon, une vraie implantation dans le nord de l'Italie, il va opérer un changement complet. Le nouveau patron de la Ligue transforme un parti indépendantiste en parti national. Résolu à élargir sa base électorale, il désigne de nouveaux ennemis. Ci stanno invadendo e noi abbiamo il diritto di esercitare la legittima difesa. Chi non salta un clandestino, Il a compris que ce qui est porteur aujourd'hui, c'est ces questions de migrants et d'immigration qui étaient déjà présentes dans la Ligue du Nord, mais qui va mettre au premier plan. Il va la transformer, cette Ligue du Nord, en Ligue de Matteo Salvini. Donc une personnalisation encore plus accrue, et ça va être une sorte de Ligue nationale qui va s'adresser aux électeurs du Sud. Mais le sud de la péninsule est le berceau d'un nouveau venu dans le paysage politique italien. Pionnier de la démocratie participative, le mouvement 5 étoiles se fait l'écho dès sa naissance en 2009 des difficultés méridionales. Comme beaucoup de cadres du jeune parti, le rival de Matteo Salvini au gouvernement a grandi dans une des régions les plus pauvres de la botte, au cœur d'une banlieue napolitaine. Fils d'un politicien néofasciste, Luigi Di Maio, 31 ans, incarne le renouveau politique, version étoilée. Luigi vient de ma région. Moi, j'ai commencé en 2005, lui en 2007. C'est un activiste. Nous sommes devenus tous les deux députés en 2013. Oggi ha perso quell'arroganza al potere che abbiamo visto in questi anni. Il a su, sans expérience professionnelle, sans aucun diplôme, gravir les échelons du mouvement 5 étoiles. Opération difficile pour un parti sans règles, qui n'a même pas de règles pour arriver au sommet. Il a réussi à devenir un dirigeant politique en jouant sur son côté apaisant, toujours bien habillé en costume-cravate. Il peut plaire aux maires, aux grands-mères comme aux jeunes. Il passe bien à la télé, c'est un bon produit. Il a surfé sur la vague de Beppe Grillo, le célèbre « va te faire foutre ». C'est l'enfant de cette période de grand désarroi. Une image lisse qui tranche avec l'extravagance de son célèbre Pygmalion. Beppe Grillo, le comique génois des années 90, à l'origine du succès de ce parti anti-parti. Fondateur du Vaffanculo Day, la journée du va te faire foutre, Beppe Grillo et ses invectives contre les élites et la corruption propulsent le 5 étoiles sur le devant de la scène politique. Ils ont joué, ils ont fait une espèce de grande comédie théâtrale. Les gens en ont assez des politiques molles, de la langue de bois. Ils aiment désespérément ce qu'ils considèrent comme authentique, même si ce qui est authentique est faux. Mieux vaut un faux authentique qu'une vérité trop coincée, trop polie. Ils ont offert une forme de participation démocratique à ceux qui s'étaient détournés des grandes organisations, car les partis politiques traditionnels étaient et sont toujours en crise. Ça a fait accéder à la politique des gens qui s'en étaient éloignés. Cinq mairies basculent en 2012 sous la bannière étoilée. Parmi elles, une riche agglomération du nord de l'Italie, Parme,
où Federico Pizzarotti, informaticien, devient à 39 ans le plus jeune maire jamais élu en Émilie-Romagne. Déçu par les incohérences des 5 étoiles, il a fondé avec des centaines de maires contestataires son propre parti. Le mouvement 5 étoiles est un parti opportuniste, parce que depuis toujours, il prétend n'être ni de droite ni de gauche et dépasser tout cela. C'est devenu un slogan pour ne jamais prendre position sur rien, pour aller dans le sens du consensus électoral. Il flotte en préservant le consensus qui ne répond pas toujours à des considérations éthiques, mais plutôt à des thèmes qui parlent aux tripes des gens à ce moment-là. En moins de 10 ans, ce mouvement, né comme un cri de colère, devient le premier parti d'Italie. Aux législatives du 4 mars 2018, il terrasse le centre-gauche au pouvoir. Allora, il primo dato importante riguarda il Movimento 5 Stelle che tocca quota tonda 30% ed è già un dato su cui possiamo aprire delle riflessioni perché storico, comunque storico, valorizzare. Il Movimento 5 Stelle, queste elezioni politiche sono state un trionfo. Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni e quindi prima di tutto un grande grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno votato e ci hanno dato la loro fiducia. Le perchoir de l'Assemblée revient à un fidèle de la première heure de Beppe Grillo. Le député Roberto Fico. Il est clair que c'est un rêve extraordinaire. À cette vitesse, avec ces moyens, cela n'était jamais arrivé dans le monde et sûrement pas en Europe. Luigi Di Maio est en position de force pour choisir son gouvernement. Longtemps hostile à toute alliance avec les partis traditionnels, il doit composer avec l'autre grand gagnant des législatives à droite, la Ligue de Matteo Salvini, qui pèse désormais près de 18% au niveau national. La carte électorale reflète l'éternelle fracture italienne. Au nord, la Lega, au sud, les 5 étoiles. Di Maio ne pouvait pas reculer parce qu'il avait gagné. Et il ne pouvait pas dire non, on ne gouverne pas, car ça aurait donné raison à ceux qui ont toujours dit du 5 étoiles. Ils sont capables d'être dans l'opposition, mais pas de gouverner. Et Salvini, qui est un homme d'expérience en politique, a eu l'habileté de saisir cette occasion. Il s'est dit qu'il devait prendre ce train en marche et aller de l'avant. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse arriver à une alliance entre les 5 étoiles et la Ligue. Je n'aurais jamais pensé qu'ils partagent des valeurs communes. En revanche, j'ai pensé que l'envie de gouverner et d'aller au pouvoir avait dépassé la réalité. Ils étaient en compétition. Puis ils ont décidé, mais c'est normal, c'est une démocratie parlementaire, de trouver un accord. Ils ont signé un contrat de gouvernement. L'accord est le fruit d'un âpre marchandage. Un revenu universel, cheval de bataille du 5 étoiles, contre un impôt à taux unique, promesse de la Ligue. Le tandem Di Maio-Salvini scelle ainsi un pacte aux intérêts divergents. Avec les 5 étoiles, c'est une union. Une union qui, je l'espère, durera longtemps. Et c'est le programme qui commande. Si on regarde les chiffres, ils ont beaucoup plus de parlementaires que nous. Mais nous avons eu envie, pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, de rédiger un contrat de gouvernement. Un contrat pré- et post-matrimonial. Et donc, c'est ce contrat qui commande. Le 1er juin, la coalition populiste prête serment sous les ors du palais Quirinal.
Au poste de Premier ministre, Luigi Di Maio et Matteo Salvini placent un homme discret, novice en politique, le juriste Giuseppe Conte. Les deux vice-premiers ministres s'octroient des postes clés. Luigi Di Maio le ministère du Travail et Matteo Salvini l'Intérieur. Le patron de la Ligue a désormais les mains libres sur la politique migratoire. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Entre les deux vedettes de la coalition, le rapport de force s'inverse au cours de l'été. Multipliant les déclarations, toujours à l'initiative, le Milanais s'impose comme la seule voix du gouvernement. Il me semble parfaitement évident que le vrai protagoniste de cette période est Salvini. Indépendamment du fait que Conte soit le Premier ministre et que l'allié de la majorité soit Di Maio. Le ministre de l'Intérieur est un jour ministre des Affaires étrangères, le lendemain ministre de l'Économie et le troisième jour ministre de la Santé. Di Maio s'est présenté comme le marionnettiste qui allait contrôler Salvini. Aujourd'hui, je pense que c'est Salvini le marionnettiste. Di Maio n'est plus qu'une marionnette. Gouverner avec Luigi Di Maio pendant les 4 derniers mois a été facile. Nous échangeons tous les jours. Nous avons une histoire, une culture, un âge différent, des mouvements politiques différents. Mais c'est un beau pari parce que nous sommes en train de trouver des accords en limant nos différences. Premier coup politique au lendemain de l'investiture, Matteo Salvini interdit à un bateau humanitaire d'accoster en Italie. Avec l'Aquarius, le ministre de l'Intérieur se saisit d'une préoccupation majeure des Italiens, la peur de l'invasion. Depuis 2013, l'Italie a accueilli près de 700 000 demandeurs d'asile. Laissé seul en première ligne pour gérer cette vague migratoire, le pays traumatisé réclame depuis des années une réforme européenne pour une meilleure répartition des arrivants. J'ai entendu tellement de promesses de l'Europe, tellement de belles phrases, mais zéro résultat pour le moment. Donc, je ne leur fais plus confiance. Quand je verrai des faits concrets, tels que la modification du traité de Dublin, des missions internationales, la répartition des coûts économiques et sociaux, alors d'accord. En attendant, je fais le ministre et on se débrouille tout seul. À la fin de l'été, Matteo Salvini récidive et met l'Union européenne devant le fait accompli. Il refuse au Diciotti, un navire des gardes-côtes italiens, de débarquer ses passagers. Pendant une semaine, 177 migrants sont retenus à bord. Le ministre de l'Intérieur s'attire les foudres de la justice. Le parquet de Palerme ouvre une enquête contre lui pour séquestration de personnes. Dans le cas du Diciotti, il s'agit d'un acte violent. Le ministre Salvini, d'une manière ou d'une autre, devra assumer les conséquences de cet acte. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a une dent contre lui, mais parce que cet acte est illégal. L'accusation de prise d'otage me fait rire, comme l'abus de pouvoir ou les arrestations illégales. J'ai fait ce que j'avais promis aux Italiens. Si un magistrat a du temps et de l'argent public à dépenser pour enquêter, il peut le faire tranquillement. Je me suis moi-même dénoncé coupable d'avoir bloqué ce bateau. Et j'en bloquerai d'autres pour limiter l'arrivée des clandestins et stopper les passeurs. La fermeture des ports. Nous sommes un pays de ports. Les ports sont ouverts par nature.
Par vocation géographique, nous sommes un pays maritime. La ligne dure s'avère payante. 3 Italiens sur 4 soutiennent la politique migratoire de celui que ses fans surnomment désormais le capitaine. Il est en campagne permanente. Et donc il a grossi cette question des migrants, alors que les flux de migrants sont beaucoup ralentis depuis 2017, avant même son arrivée au pouvoir. Il l'a mis au premier plan de la politique en Italie et en Europe. Je crois que la Ligue a scientifiquement choisi d'exploiter le thème de l'immigration comme un écran de fumée pour cacher tout ce qui ne marche pas dans le pays. On dit toujours que le populisme, c'est beaucoup de parler, peu d'action, et Salvini démontre au contraire que le populisme, c'est agir. Et c'est agir là où on disait que c'était impossible, on ne peut pas toucher, on ne peut pas fermer les ports, il l'a fait. Pour Michael Modrikamen, leader de l'extrême droite belge francophone, Salvini et sa coalition sont l'espoir des populistes européens. Nous sommes le porte-voix, le porte-parole, le gardien des intérêts de monsieur tout le monde, de l'homme ordinaire, celui qui a été, si vous voulez, méprisé, oublié des élites qui prennent souvent des décisions qui ne vont pas dans le sens des intérêts de la rue. Le populisme, c'est penser que l'on peut changer les choses instantanément et sans réflexion. Le populiste ne respecte pas les délais. Et c'est pour ça qu'il utilise les tweets. C'est pour ça qu'il utilise les slogans. Les slogans sur Twitter et Facebook, Matteo Salvini et Luigi Di Maio en font un usage compulsif, avec souvent plus de 10 posts par jour. Les deux leaders privilégient les réseaux sociaux aux médias traditionnels dont ils se méfient. Avrete capito che Luigi Di Maio è collegato con noi, ma può stare con noi. Sono dei giornalisti che in questo momento stanno arricchendo la loro carriera con delle bufale su di noi. Ça, c'est la grande révolution. C'est le fait que par l'intermédiaire d'Internet, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est l'idée, il n'y a pas besoin d'experts. On est chacun d'entre nous expert de tout, et particulièrement le leader qui incarne le peuple. Il sous-entend 2 choses. Premièrement, je n'ai besoin de personne pour gouverner, parce que mon électorat parle directement avec moi. Et ensuite, je n'ai pas besoin des corps intermédiaires, que ce soit le Parlement ou même le gouvernement. J'utilise les réseaux sociaux par devoir et par plaisir. Par devoir parce que, par exemple, laisser aux journaux télévisés officiels l'exclusivité des conférences de presse de ce ministère ne serait pas juste. Cela doit aussi arriver directement à ceux qui suivent les réseaux sociaux. Par plaisir aussi parce que j'aime partager ma vie privée, ma vie quotidienne, le sport, ce que je mange, la culture. C'est un instrument de communication qui prend peu de temps. Faire un post ou un tweet, ça me prend 15 secondes. Les 59 minutes restantes de mon heure de travail, je les utilise autrement. Mais en 15 secondes, Matteo Salvini est capable de réveiller de vieux démons de l'histoire italienne. Sur les réseaux sociaux, il reprend à son compte les mots du dictateur Benito Mussolini. Un hommage décomplexé au Duce et à la dictature fasciste qui a muselé le pays pendant plus de 20 ans. Salvini joue aux fascistes, c'est évident. Il dit « beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. S'il m'attaque, suivez-moi ». Quand il reprend des phrases du fascisme, cela montre un délire d'omnipotence, non? On comprend tous parfaitement ce que ça veut dire. Nous nous souvenons tous de l'histoire. Quelqu'un nous a déjà dit ça.
Nous sommes dans une période pré-fasciste. Mussolini a commencé comme ça. Benito Mussolini, avant d'avoir un projet fasciste d'intolérance, a été populiste de l'intolérance. Non, le risque fasciste n'existe pas en Italie. Effacer des décennies de l'histoire italienne est impossible. Mais je ne regrette pas le passé. Je regarde vers l'avenir. Perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Che clandestini sono e clandestini rimangono e in quanto tali vanno riaccompagnati a casa con le buone maniere. C'è bisogno di una pulizia di massa anche in Italia, via per via, quartiere per quartiere, piazza per piazza, con le maniere forti se serve, perché sono interi pezzi di città, interi pezzi d'Italia che sono fuori controllo. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, preparatevi a fare le valigie. On assiste à la multiplication de phrases de plus en plus violentes, vulgaires, sans retenue, contre les migrants, contre les plus faibles, mais aussi contre les personnes solidaires avec les migrants. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui ont un rôle social et politique important ont légitimé cela. Elles ont mis en place un mécanisme de communication qui est réducteur pour la pensée. La parole fonctionne comme un boomerang, une grande explosion, et en retour, le langage devient violent. Une stigmatisation des étrangers contre laquelle Don Enzo Volpe s'élève à l'échelle de sa paroisse. Sans se bousculer, dans le calme. À Palerme, ce prêtre salésien, comme une large partie du clergé transalpin, défie le ministre de l'Intérieur en ouvrant son église aux réfugiés. Cette coalition n'œuvre pas pour le bien commun, c'est une certitude. Pourquoi font-ils ça? Ils font cela pour déstabiliser un système qui repose sur la diversité. La diversité, ça dérange. Ça dérange le fait d'entrer en contact avec des personnes qui pensent différemment. Et ça, c'est très dangereux. Ce que nous disons, c'est que l'Europe a des racines judéo-chrétiennes, voilà, et qu'il faut les réaffirmer. Moi, je crois que c'est fondamental. Une civilisation qui ne sait pas d'où elle vient, qui n'est pas attachée à une série de valeurs, comment on dit, elle, pour moi, elle n'a pas d'avenir, elle ne peut pas survivre. Bonsoir, monsieur le maire. Soyez les bienvenus. Une photo, s'il vous plaît. Quelle est belle, l'Italie! À Palerme, fief cosmopolite, le maire, Leoluca Orlando, résiste aussi à la vague populiste. La plus grande ville de Sicile a accueilli ces 10 dernières années plus de 80 000 migrants réguliers. Héros de la lutte anti-mafia, Leoluca Orlando en est à son 4e mandat. Aux dernières élections, cet homme de centre-gauche a balayé dès le premier tour le candidat de la Ligue. Icône du Parti démocrate, il fustige le manque de courage de sa famille politique en pleine déliquescence. Salvini dit qu'il ne faut pas faire débarquer les migrants en Sicile. Alors, le Parti démocrate dit « Il ne faut pas faire débarquer les migrants en Sicile ». Salvini surenchérit.
il faut les faire couler dans la Méditerranée. Alors le Parti démocrate dit, il faut les faire couler dans la Méditerranée. Si tu cours derrière le populiste, tu es un mauvais populiste. C'est un exemple d'irresponsabilité très grave. Pour une ambition personnelle, pour un misérable poste de député, pour un misérable poste de sénateur, ils ont livré l'Italie au populisme. Si Salvini a eu du succès, c'est parce que la gauche n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devait faire. Mais la révolution de Matteo Salvini est en marche. Fin septembre, le ministre de l'Intérieur présente sa première loi anti-immigration. L'objectif, expulser 500 000 clandestins et durcir les politiques d'accueil pour décourager les migrants. Bienvenue chez nous. Nous y voilà. Bonjour, bonjour. On les accompagne également dans leur parcours scolaire, car certains vont au lycée, d'autres font des formations professionnelles. Bonjour, bonjour. Les petites structures d'accueil comme celle-ci devront fermer, remplacées par de grands centres de rétention. Aujourd'hui, on en arrive à ne plus considérer le migrant comme une personne humaine, mais comme un problème. Et la question devient alors comment s'en débarrasser. Bon, c'est vrai que si on met 300 ou 400 personnes dans un seul centre de concentration, ça pose moins de problèmes que 30 ou 40 petits centres. Mais la vérité, c'est que les 400 personnes seront retenues en violation des droits de l'homme. Depuis le début de la campagne, il n'y en a rien. Les télévisions italiennes, ils ne parlent rien que seulement l'immigration la nuit et journée. Donc ça m'intéresse parce qu'ils parlent de moi. Moi, personnellement, je n'ai rien perdu et il ne me fait pas perdre aussi. Parce que moi, je sais quel est mon objectif et je sais quel est mon futur. Et à cause de lui, je ne peux pas arrêter ce que j'ai dans ma tête. Au revoir. Merci. Vous faites du bon travail. Au revoir et merci. Aujourd'hui, la société civile italienne est KO. Elle est anesthésiée. Elle regarde ce qui se passe. Et pour le moment, à part quelques petites manifestations de solidarité avec les migrants qui ont été organisées, mais très épisodiques, très parcellaires, elle n'arrive pas à se reconstituer. Nous sommes tous fatigués, car nous avons ce sens de la fatalité, comme si tout ce qui se passe maintenant était inévitable, car nous avons subi tant d'années de gouvernement Berlusconi, qui était le gouvernement de l'argent. Il achetait les parlementaires, il formait les groupes parlementaires en demandant « Combien ça coûte ? Je l'achète ». D'abord, il a acheté les clubs de football, ensuite, il a tout acheté. C'est devenu un permis pour s'enrichir de toutes les façons possibles. Il a fait un hold-up. Il a privatisé tout ce qui relevait de l'État, toute la sphère publique. Avec son parti Forza Italia, Silvio Berlusconi s'impose en 1994 au centre du jeu politique italien. L'homme le plus riche du pays est à la tête d'un puissant empire médiatique. Malversation financière et soirées libertines, les célèbres Bunga Bunga, les scandales du Cavaliere se succèdent. Pendant des années, c'était le seul exemple. Les jeunes qui votent aujourd'hui avaient 5 ans quand Berlusconi est arrivé au pouvoir. Ils ont grandi avec la télévision de Berlusconi, où les starlettes de la télé devenaient ministres.
C'est l'Italie, là encore, laboratoire des populismes, qui a inventé le populisme du chef d'entreprise, qui dit la politique n'a aucune autonomie. Moi, j'ai réussi dans mes affaires et je peux réussir en politique. C'est Silvio Berlusconi, qui est d'une certaine façon précurseur de Trump. Les années Berlusconi affaiblissent l'État italien. En 2008, pour résister à la crise financière qui s'abat sur l'Europe, Bruxelles impose des politiques d'austérité drastiques. Comme la Grèce ou l'Espagne, l'Italie baisse les salaires des fonctionnaires, rabote les aides sociales et augmente les impôts. Je suis comme des millions d'Italiens et comme des dizaines, des centaines de millions d'Européens qui contestent cette gestion de l'Union européenne, ce manque de démocratie, de débat, un excès de pouvoir de la finance, de la bureaucratie. Toute cette nébuleuse qui a généré plus de pauvreté, de tristesse, plus de conflits sociaux. Et nous espérons changer cela. 10 ans après la crise, le PIB italien ne s'est jamais remis de la purge imposée par l'Union. Secrétaire d'État aux finances de Gerhard Schröder, le dernier gouvernement de gauche allemand, Heiner Flassbeck dénonce Bruxelles et ses diktats, responsables à ses yeux de la flambée populiste. Il faut changer le pacte de stabilité à Bruxelles. C'est maintenant que l'économie italienne doit être remise en marche et pour des raisons logiques, ça ne sera possible que par des investissements publics, donc par une augmentation de la dette publique. Dans la situation actuelle, le taux d'endettement de l'État ne doit pas être pris en compte. L'effet général des politiques d'austérité imposées en 2008 et depuis 2012 est une dégradation des conditions de vie pour la majorité de la population, en termes de travail, de revenus, de pouvoir d'achat, de santé, de qualité de vie dans les villes. Un sentiment de déclassement a envahi la troisième économie de l'Union européenne. Aucune autre région n'en souffre plus que le Sud. Le Mezzogiorno, une terre sinistrée, où l'économie tourne au ralenti. Un Napolitain a une espérance de vie inférieure de 4 ans à celle d'un Florentin. Dans le Sud, le chômage des jeunes atteint 50%. Même chose en termes de paupérisation de toutes les classes de travailleurs. Nous savons aujourd'hui que 34% des familles ouvrières vivent en état de pauvreté relative. Il n'y a aucun investissement privé ou public possible parce que nos infrastructures sont en lambeaux. On peut dire, sans exagération, que nous sommes revenus à la situation de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pomigliano, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Naples. Longtemps poumon économique de la région, grâce à ses fleurons aéronautiques et à l'une des plus importantes usines Fiat d'Italie, la ville où est né Luigi Di Maio, le chef du 5 étoiles, est aujourd'hui au bord de la faillite, comme la majorité des communes du sud de la Botte. La promesse d'un revenu universel a fait naître un espoir chez ces syndicalistes. À Pomigliano, 2 électeurs sur 3 ont voté pour l'enfant du pays. Il y a un risque de désillusion, et c'est ce qui pourrait arriver de pire à notre pays. Parce que quand on a de l'espoir, on peut supporter les difficultés. Mais d'une désillusion, on ne se relève pas si facilement. Il y a un sentiment d'humiliation, de mortification et aussi de rancœur. La conquête des droits qui a été faite au XXe siècle, et en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette conquête s'est lentement érodée.
Elle s'est réduite à un État qui emploie des travailleurs sous-payés, des travailleurs non déclarés. On peut même parler d'esclaves. Moi, je veux pouvoir vivre dans la sérénité, au lieu de voir mon fils désespéré parce qu'il ne trouve pas de travail. En Italie, on parle d'immigration. On dit que le problème, c'est l'immigration, un peuple de racistes. Mais on ne parle pas d'émigration. L'Italie se vide. 50 000 jeunes quittent le pays chaque année en quête d'un avenir meilleur. Une hémorragie qui aggrave un lent déclin démographique. Le taux de natalité italien est le plus bas de toute l'Union. Nous sommes le pays le plus vieux du monde après le Japon. Chez nous, les jeunes n'existent pas. C'est donc un pays de vieux qui exprime ses peurs, ses craintes et son sentiment d'insécurité. Et les vieux transmettent ça comme une infection à tous les autres, même aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont des jeunes effrayés. Au lieu d'être courageux face à l'avenir, parce que l'avenir est à eux et pas aux vieux, ils ont peur comme des vieux. Ce malaise identitaire est un terreau fertile pour les idées ultra-conservatrices d'un homme qui a consacré sa vie au populisme de l'autre côté de l'Atlantique. Le sulfureux artisan de la victoire de Donald Trump a pris ses quartiers au cœur de Rome, place du peuple. Il y a une petite église ici qui a 2 superbes caravages. Steve Bannon fourbit ses armes pour conquérir l'Europe. Le principal problème de l'Italie, comme de beaucoup de pays aujourd'hui, c'est une crise économique jamais résolue. Cette crise a été utilisée par le parti de Davos et par Bruxelles pour forcer l'immigration et ça a détruit le tissu social. Fasciné par la victoire de Matteo Salvini aux dernières élections, l'homme en noir veut faire de l'Italie son laboratoire. Fin septembre, en cette rentrée politique, Steve Bannon est l'invité d'honneur de la kermesse annuelle des souverainistes italiens. Attention, laissez passer. Allez, dégagez. 3 jours de conférences et de débats autour des thèmes chers à l'extrême droite. Sur un air de campagne électorale, à l'approche des européennes. Gourou de la droite radicale américaine, Steve Bannon lance une fondation baptisée The Movement, dont l'ambition est claire, fédérer les populistes européens. Vous n'êtes pas seul. Le Brexit, Trump et ceux pour qui vous avez voté le 4 mars dernier, c'est le même rejet de l'état des choses. C'est pourquoi l'Italie aujourd'hui est le centre de l'univers politique. Steve Bannon a choisi pour lieutenant Michael Modrikamen, le souverainiste bruxellois qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Leur club compte parmi ses tout premiers membres un allié de poids. Ce gouvernement italien est une opportunité de changement pour l'Europe. Ou l'Europe change, ou elle reste une petite forteresse de lobbies, de castes, de technocrates et de financiers, et elle meurt. J'ai rencontré Salvini juste après les élections.
Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Ensuite, j'ai rencontré Michael un mois après. Et nous avons commencé à réfléchir à faire équipe, lui, moi, Salvini et d'autres, en vue des élections. Et tout s'est enchaîné. Est-ce que vous pensez que ce sera plus dur de gagner en Europe que de faire élire Trump? Rien ne sera plus dur que ça. Nous aurons un sentiment de victoire au printemps prochain si nous décrochons un tiers des sièges. Cette minorité de blocage sera notre victoire. Pour paralyser l'Europe de l'intérieur, l'ancien banquier de Goldman Sachs, fondateur du site réactionnaire Breitbart, dispose d'un arsenal financier et logistique redoutable. Si vous pensez que je peux vous aider à vous concentrer sur les élections européennes pour gagner, nous, on vous fournit des sondages, des analyses de data. On peut organiser des war rooms et de la communication de crise. Tous les outils essentiels dont les gens ont besoin pour gagner des élections. Le tout bénévolement. Je ne suis pas ici pour dire aux Européens ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas ici pour dire aux Italiens ce qu'ils doivent faire. Vous savez ce que vous devez faire. C'est pas un hasard si Donald Trump envoie un de ses émissaires, Bannon, pour aller donner un coup de main aux partis d'extrême droite en Europe. Quel est l'objectif commun de Donald Trump aux États-Unis, de Vladimir Poutine en Russie et des populistes déclarés comme tels au sein de l'Union européenne? C'est d'affaiblir l'Europe et c'est peut-être même de mettre en cause l'Union telle qu'elle s'est bâtie et qui a permis d'avoir une forme de cohésion des pays européens. Voilà l'objectif. Le mariage de Steve Bannon avec les identitaires italiens pourrait servir d'étincelle à une révolte qui couve dans toute l'Europe. Si l'extrême droite prospère, c'est parce que les partis de gouvernement l'ont laissé prospérer en n'assumant pas, en n'expliquant pas et en ne s'opposant pas à Bruxelles à des politiques qu'ils jugent contraires à leurs intérêts. Quand vous supprimez le débat politique en disant « c'est le compromis européen », eh bien, vous faites prospérer les extrêmes. C'est ça la leçon des 20 dernières années. Elle n'a pas été comprise par nos dirigeants. Comme à la veille du Brexit, l'Union semble tétanisée. Implacable, Matteo Salvini met en œuvre son programme xénophobe. L'opposition, elle, commence timidement à donner de la voix. Si le couple Di Maio et Salvini réalise son programme, l'Europe va imploser. Les relations entre l'Italie et l'Europe seront rompues. Le pays sera isolé de manière catastrophique. Et ils appauvriront par la même occasion ceux qui, en exprimant leur frustration, les ont portés au pouvoir. C'est inquiétant, parce que les droits, tout comme la démocratie, sont un processus. Ils ne sont jamais parfaits, il faut toujours en prendre soin. On les perdra un beau jour sans s'en rendre compte. Cela s'est déjà produit par le passé, et nous ne sommes pas immunisés.